Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit chouïa de spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, n'ayez pas peur, il y a le chapitrage dans la barre et dans la description. Donc voilà, sur ce, on commence tout de suite. On commence avec Kingdom tome 51 et 52. J'en ai lu deux d'un coup parce que avec le confinement, j'ai peur qu'il y ait de moins en moins de titres qui sortent au mois de novembre, au mois de décembre. Il y a le calendrier de l'avant, ce qui fait que si j'ai envie de parler des 4 tomes qui sont sortis d'un coup de Kingdom, ça va être compliqué. Donc il faut que je rush un petit peu. Donc on va parler rapidement du tome 51 et après on parlera du tome 52 où j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Dans le tome 51, ce qui m'a surtout marqué, c'est le début de la bataille, enfin de la suite de la bataille entre Shin face à l'armée de Zhao, parce qu'on est toujours dans la grande bataille pour envahir Zhao, et j'ai beaucoup aimé le passage où y a le grand général qui dit il devait y avoir un embrasement là, et il voit Kyukai qui est debout en mode alors, tu veux qu'on se la donne? Tu veux qu'on se la donne? Et Kyukai qui a affronté plein d'ennemis et qui a retardé un petit peu les plans du grand méchant. Et là, j'ai trouvé ça super cool, et Kyukai, best girl, voilà. Le tome 52, alors le tome 51, on a un gros passage sur Eki et le clan des montagnes qui se poursuit sur le tome 52, ce qui fait qu'il y a une grosse continuité. C'est pour ça aussi que j'ai fait les deux tomes d'un coup. Donc on a un gros passage sur Yontaiwa, donc son armée, donc le peuple de la montagne, qui affronte un autre peuple de la montagne qui est à Zhao. Grosse bataille, il y a un gros moment sur ce personnage-là, qui est une des nombreuses chefs de tribu du clan de la montagne. C'était super cool. Le passage où Eki, voilà, il y a plein de trucs, il y a des moments. Et franchement, Eki, qui a enfin des moments épiques, ça faisait. Depuis le début de la série qu'on attendait ça un petit peu du personnage. Mais voilà, super passage. En fait, j'avais limite envie de vous faire les 4 d'un coup parce qu'à la fin du tome 52, le passage où t'as le clan qui monte la montagne et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 53, je l'ai pas encore lu, mais je vais lire dans quelques jours, c'est sûr et certain. L'Oxali et l'or, tome 2. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé le tome 1, c'est pour moi l'une des grandes surprises de cette année 2020 avec le Covid-19. Je vais arrêter les blagues sur Covid, c'est macabre. Et donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 pour la surprise, le côté, voilà, rué vers l'or, un petit peu historique. Et j'avoue que le tome 2, il m'a un petit peu désenchanté. Là, j'ai adoré le tome 1. Et je me dis, ouais, je comprends pourquoi Glenna dit ça, parce que c'est un super titre. Et dès le tome 2, je trouve que la série, j'ai... Le fait que, voilà, on suivait des Irlandais qui arrivaient dans un pays martyrisé, patata patata, c'était vraiment super cool. Avec Bill le Boucher, c'était vraiment super cool. Et dès qu'on arrive sur le tome 2, et il y a encore cette histoire avec Bill le Boucher qui occupe une bonne moitié de tome, déjà je trouve qu'elle redescend un petit peu parce que Bill le Boucher, ce côté bichonnen, beau gosse, je trouve que ça le rend moins intimidant. Et toute l'histoire sur le fait en fait il a une sorte de traumatisme, peur des Irlandais, je trouvais ça pas très intéressant. Et toute l'histoire en New York était pas folle en fait. Et ensuite, ce qu'on a à Coney Island et qu'on a à Baltimore, si je dis pas de bêtises, ils vont à Baltimore, non, New Jersey. Pour l'instant, je me dis là, à voir avec le troisième tome, parce que là, le deuxième tome m'a un petit peu refroidi, à voir la suite, si ça s'améliore pas, parce que de toute façon, là, je pense que c'est un problème avec ce titre. Alors, c'est pas une attaque envers Glénat, hein, j'aime bien ce qu'ils font, mais ils ont sorti le tome, enfin la série, alors qu'au Japon, il y a que 4 tomes seulement, ce qui fait qu'en termes de projection sur l'avenir, est-ce que la série devient bien ou pas, ils ont pas forcément une grande vision, et là, j'avoue qu'avec seulement 4 tomes, peut-être que ça se casse la gueule, je sais pas, j'ai pas lu les scans, mais là j'avoue que le deuxième tome, je suis un peu moins enchanté, on verra avec la suite si ça s'améliore, parce que là j'avoue que la dernière page où on parle qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par les montagnes d'or, il peut y avoir un petit côté shonen avec, voilà, il va y avoir d'autres adversaires, mais j'avoue que là, tout le passage à New York, Coney Island, New Jersey, un peu moins fan. Tokyo Revenger, tome 9. Putain, ce tome était trop bien. Alors on a une bonne moitié de tome dans le présent, avec Takemichi qui est devenu un cadre du Tokyo Manjikai, qui est devenu une organisation mafieuse, parce qu'il y a une réunion avec tous les lieutenants, les anciens capitaines, qui sont tous en mode costard-cravate. C'est même plus des loupards, c'est vraiment des mafiosi. Ils sont en train de bouffer des pâtes à pâte à l'ail comme des mafiosi avec des pâtes avec de la pizza. Non, c'est du riz pilaf, je crois, qu'ils bouffent. Voilà. Bon, il y a un petit côté mafio yakuza, tu sais pas ce que c'est qui est devenu le Tokyo Manjikai. Et donc Takemichi essaie de comprendre, il fait mais attends, je les ai laissés, on avait battu le Valhalla, on avait sauvé plus ou moins de Draken et compagnie,
Et là, je les retrouve 10 ans plus tard, c'est devenu des mafieux, des yakuza. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il y a une petite enquête avec Naoto qui est toujours flic, qui l'a retrouvé, mais bon, Takemichi est devenu un criminel, maintenant que c'est un cadre du Tokyo Manjikai, et lui explique que, peu de temps après ce qui s'est passé avec le Valhalla, le Tokyo Manjikai a absorbé les Black Dragons, qu'on voit dans le restaurant où il y a la réunion avec les cadres, et le Tokyo Manjikai est devenu une organisation mafieuse à cause de ça. Retour dans le passé, et là, Takemichi, alors je trouve que la série a un petit peu, un petit peu joué trop sur le hasard, le destin. Takemichi revient dans le passé et tombe nez à nez avec qui? Un vice-capitaine du Tokyo Manjikai qui va être le futur capitaine des Black Dragons, qui a tué l'ancien capitaine. Et donc il va un petit peu enquêter sur lui, et on va découvrir à la fin du tome qui est l'actuel capitaine, et donc qui va se faire tuer par ce gars-là. Et ça va être épique. Là déjà, les Black Dragons, on voit que c'est une organisation qui a l'air beaucoup plus dangereuse que les Mobius qu'on avait vu dans les premiers tomes. Là, ils ont l'air vraiment vénères, surtout le capitaine, enfin le président, ça c'est le président, comme il s'appelle, qui a l'air totalement barge. Et j'ai hâte de lire la suite. En tout cas, Tokyo Revenger, une pépite. Rikudo, tome 23, et dernier tome de la série. C'est la fin de cette série de box qui aura duré quoi, 4 ans 5 ans, je sais plus. Bon, au moins 4 ans, parce que je sais que j'en ai parlé quand j'ai commencé à bosser. J'en ai parlé à des collègues quand j'ai commencé à bosser. Ça fait 4-5 ans que j'ai commencé à bosser, donc ça fait pas mal de temps maintenant. Un poil déçu par la fin, parce que c'est un tome de 250 pages, et dans ce tome, et cet unique tome, il y a le match final, ce qui fait qu'il est assez court par rapport à d'autres combats qu'on a eu jusqu'à présent, qui s'allaient sur un peu plus d'un tome, des fois par moments, qui étaient quand même assez long. Là, j'ai trouvé le combat assez court. Alors, c'est bien, au moins, on n'a pas un combat qui dure 37 ans, mais j'aurais voulu en voir plus pour un combat final. J'ai beaucoup aimé le passage où t'as tous les anciens adversaires de Riku qui le regardent à télé et disent hey, tu m'as battu, tu vas le casser la gueule à cet étranger, ouais, vas-y mec, bats-le. Je trouvais ça super cool. Et en tant que conclusion, franchement, je suis pas déçu. Et alors, je vais être un peu mauvaise langue, mais au moins, Riku, il lui aura fallu que 23 tomes pour se dépuceler. C'est pas comme Hippo où il faut plus de 100 tomes pour faire un bisou. Voilà. Petit tacle mignon pour les fans de Hippo, j'adore Hippo aussi, hein, c'est pas le sujet. Non, c'est juste un petit tacle facile sur le fait que Hippo, ça fait 110 tomes qu'on attend qu'il fasse un bisou à sa copine. Riku, tome 23, bam, mais ça y est, il a ken. Fin. Allez, on passe à l'étape suivante. Non, c'est la fin. Voilà. Non, c'est pas le propos de l'histoire, mais voilà, j'ai beaucoup aimé Rikudo plutôt. C'est une super série, au dessin incroyable, et j'ai hâte de découvrir la prochaine série de l'auteur, qui, alors je le suis un petit peu sur Twitter, il a l'air d'avoir rien commencé pour le moment, donc à voir ce qui va sortir prochainement au Japon. Moonlight Act, tome 27, donc c'est l'avant-dernier tome de la série. Un tome avec énormément d'action, beaucoup trop d'action, et il y a beaucoup d'endroits différents, ce qui fait que pour en ressortir, on va dire, la moelle, tout l'intérêt de ce tome, c'est un peu compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses à beaucoup d'endroits, mais le gros truc qui m'a marqué, c'est... ça fait un peu pédant, parce que les personnages sont les personnages de conte, ils disent « Nous sommes à l'origine de tout, les mangas, les animés, les jeux vidéo, etc. C'est nous qui sommes à l'origine de tout. » Ça fait un petit peu pédant de dire que les personnages de contes de fées, de Grimm ou de... comment il s'appelle l'autre, Perrault, sont un peu à l'origine de tous les personnages fictifs. Même si on va dire qu'on peut aussi un petit peu dire que les personnages mythologiques sont à l'origine des personnages de contes, ce qui fait qu'au bout d'un moment... c'est plutôt un petit peu en rond, mais j'ai beaucoup aimé cette idée-là, qu'on retrouvait aussi un petit peu dans la saga Deadpool Kill, ou alors je crois que c'est dans le deuxième Deadpool Kill, où Deadpool, donc dans le premier, il veut détruire tous les personnages Marvel, sauf qu'au bout d'un moment, il se rend compte que il aura beau tuer Spider-Man, l'auteur écrira toujours un nouveau Spider-Man, donc si c'est pas Peter Parker, ce sera Miles Morales, si c'est pas Miles Morales, ce sera un nouveau personnage, et donc c'est un cercle sans fin, et donc il décide d'aller dans les personnages de conte et de tuer tous les personnages de conte, donc Tom Sawyer, la petite sirène, Moby Dick, etc. Et je trouve qu'il y a un petit clin d'œil, alors je pense pas que les séries se connaissent, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit écho à ça, le fait que là, les personnages de conte disent qu'ils sont les pères de tout, ce qui est un petit peu vrai, parce qu'il y a des personnages de conte, c'est vrai que quand tu les vois, tu te dis, ah, c'est vrai qu'il y a un petit côté tel personnage, genre par exemple, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est clairement Hulk et le professeur Banner. Alors, un petit peu amélioré, l'autre il est beaucoup plus vert et beaucoup plus stokos, mais il y a cette idée de dualité entre deux personnalités. Et alors après, je vais pas les faire avec tous les personnages, mais il y a toujours ce petite ressemblance, ce petit écho, et il y a un petit peu ça. Alors ça fait un petit peu pédant
venant de personnages de conte, mais vu que c'est un manga, ça passe. Ça aurait été un genre des passages de manga qui disent nous sommes à l'origine de tout, je dis eh, les mecs, calmez-vous un petit peu, le manga c'est à moins d'un siècle, calmez-vous un peu. Mais voilà, j'ai bien aimé, avec toujours le dessin de Fujita que j'aime beaucoup. Donc voilà, Moon Knight Act, il reste 2 tomes, foncez, c'est un super shonen. Chainsaw Man tome 5, donc le tome qui marque la fin du combat entre Chainsaw Man et le Samurai Sword qu'on voit sur la couverture, combat qui tourne très court finalement, je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça, et finalement bah, dès le tome 5, blam, ça y est, on passe à autre chose, avec une moitié de tome beaucoup plus transition, on sait pas trop où ça va aller, je vois pas encore, alors je commence à voir un petit peu l'arc suivant avec les derniers chapitres, et surtout le dernier chapitre, et donc là on a des chapitres un peu plus slice of life, où on voit Denji vivre sa vie, notamment il a un rendez-vous avec Makima, ils vont au cinéma, ça rappelle un petit peu l'un des grands passe-temps de l'auteur qu'on avait dans Fire Punch, où il y avait un personnage qui était un grand fan de cinéma, là il y a encore le cinéma qui est un petit peu là, donc pour montrer que l'auteur aime le cinéma, et donc aller au cinéma, bon, avec le confinement c'est mort, mais voilà, après le confinement aller au cinéma, voilà, faites plaisir à l'auteur, et il y a un nouveau personnage qui apparaît, un autre personnage féminin, qui direct chauffe Denji, et bon lui ben, c'est un queutard, enfin il a jamais connu une femme de sa vie, donc forcément il y a une fille qui vient lui faire un câlin, il est tout love, et waouh, je pensais pas lire ça. Alors est-ce qu'il y avait ça dans la version prépubliée dans le Jump, le passage où t'as donc Rézé qui se fout à poil dans une piscine, j'étais un petit peu choqué de me dire c'est quand même une série qui est publiée en même temps que My Hero Academia, que d'autres séries un peu plus on va dire gentil, même si bon, il y a des fois, il y a des ecchi comme Yuna la Ponce Uragi ou To Love Ru, mais j'avoue que je m'attendais pas à voir une scène, on va dire, alors on voit rien, hein, forcément, c'est juste, on voit le corps, mais on voit pas les détails, on voit pas les tétons, on voit pas tous les poils, etc. Mais j'avoue que voir ça, j'étais, ah d'accord, et alors, 3 pages plus loin, t'as quoi? T'as Makima et donc ce nouveau personnage là, en petite culotte soutif, sur une pleine page couleur, magistral, ça y est, j'ai acheté Playboy, je savais pas, le job est devenu Playboy, mais voilà, c'était fantastique, j'ai beaucoup aimé, alors oui, j'ai beaucoup aimé ce passage-là aussi, mais je pense qu'on va partir sur un arc qui va faire vraiment mal à Denji, moralement, parce que je pense que quand il va... Parce que Rézé, on la voit parler en russe, et je pense que c'est une sorte d'agent secret d'une autre société de chasseurs de démons d'un autre pays, qui veut peut-être tuer des démons dans ce pays-là, parce qu'on ne sait pas encore trop comment sont perçus les démons dans les autres pays. Est-ce qu'il y a des forces d'opposition? Genre, est-ce que par exemple les démons dans un pays, c'est la force militaire qui va envahir d'autres pays? On ne sait pas trop. Peut-être que c'est un petit peu ça pour les Russes qui veulent envahir le Japon et donc exterminer tous les policiers démons, chasseurs de démons, pour ensuite attaquer avec des grosses forces, avec des super pouvoirs. Je sais pas trop, mais en tout cas, je pense que quand Rézé va se dévoiler à Denji comme étant une démone plutôt, ça va le faire souffrir. Je sens qu'il va y avoir un gros drama là-dessus, et j'ai hâte de lire ça. My Hero Academia, tome 26. Alors, je suis un petit peu déçu du stage avec Endeavor. Je m'attendais à beaucoup plus de choses en termes d'action, et finalement c'était un gros arc développement de personnages de Endeavor et de ses fils notamment, alors pas Shoto mais l'autre fils, et on découvre qu'un de ses fils est mort. Alors est-ce que ça veut dire que l'autre là, celui crématoire qui est dans l'association des méchants, est le fils de Endeavor? Il y a toujours ce mystère-là qui plane, je sais que c'est une grosse théorie qui plane sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont des arguments, alors je les ai pas trop suivis parce que comme je suis pas les scans, j'ai pas envie de me faire spoil, mais là j'avoue que t'apprends que l'un des fils de Endeavor est mort, porté disparu, on sait pas trop, est-ce qu'ils ont trouvé le cadavre? Est-ce qu'il a survécu? Surtout que quand on a quelques chapitres plus loin, on apprend qu'un personnage est mort et qu'il est encore en vie, sous une autre forme. Voilà, notamment, bah, donc ça me vient parler du pote de Eizawa qui est mort quand il était au lycée et qui a survécu et qui est devenu Black Mist, donc cette entité qui est un des lieutenants, on va dire, un des membres les plus importants de l'association des méchants qu'on avait vu depuis le début avec Nomu et j'ai oublié le nom, le grand méchant, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, voilà, le grand méchant de la série, pas All for One, mais l'autre, je sais plus celui qui a la main sur le visage, excusez-moi de son prénom, mais totalement sorti de la tête, et donc, je me dis, est-ce que le fils de Endeavor n'est pas survécu, il serait pas devenu crématoire, on sait pas trop, et alors après, on a fin du stage, je trouve un peu abrégé, j'aurais bien aimé voir un petit peu ce que sont devenus, ce qu'ont fait vite fait les autres rêves, mais on va dire c'est atténué par le fait que il y a des petits moments où ils montrent leurs nouvelles techniques, ils disent ouais on a pris ça en stage avec machin,
j'aurais aimé le voir. Voilà, c'est un peu dommage qu'on mette beaucoup plus en avant Izuku, Todoroki et Bakugo, et que les autres on les voit pas trop. Alors je pense que l'anime va jouer là-dessus et va nous proposer 2-3 épisodes sur leur stage à eux respectifs. Je le sens gros comme une maison pour gagner un petit peu de temps et faire avancer un peu l'intrigue vis-à-vis du manga. Et alors, le passage post-stage où alors en plus ils passent d'une année, donc maintenant ils sont en première année et ils sont tous en train de se shipper. Le passage où t'as la fille Rose qui voit la petite peluche que Izuku a offert à Ochako et a dit ah d'accord j'ai compris. Il dit non mais non dis rien, il fait j'ai compris. Vas-y ma fille. Et qu'après, 2-3 pages plus loin, a dit à Denji, elle dit ouais, je me suis inspiré de toi, elle tire la langue. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, les fans de MHA sur Twitter, ils ont dû devenir tellement fous, ils ont dû faire tellement de fanart là-dessus, ça a dû être insane. Et donc à la fin du tome, on nous annonce un gros arc, un peu la bataille de Marineford de MHA. Et j'ai vu qu'on est qu'à 2 tomes d'écart avec les japonais, ce qui fait que ce qu'on a en ce moment en scan au Japon, en gros, dans 6 mois, on l'a en France, c'est insane. Je pense que je suis pas prêt pour les prochains tomes, vu comment les gens réagissent en ce moment. Beastars, tome 13, un tome toujours aussi cool, j'aime toujours autant cette série, qui s'est terminée récemment au Japon en 22 tomes, ce qui fait que dans 1 an et demi en France, on a terminé, donc en 2022, la série est terminée en France, c'est toujours aussi bien. Donc on a Gosha qui est apparu, enfin qui était déjà un petit peu apparu avant, mais qui est vraiment bien apparu dans la série, qui est donc le grand-père de Legoshi, donc qui est un Varan de Komodo, un dragon de Komodo plutôt, donc qui a les pouvoirs d'empoisonner les gens qui ont été un petit peu hérités par Legoshi, qui fait qu'il résiste au poison de son grand-père. J'ai trouvé ça super intéressant dans le tome précédent. Là ça continue un petit peu, même si voilà, c'est vraiment la fin de cette rencontre, qui on va revoir un petit peu après, mais j'en parlerai un tout petit peu après. Il y a arrivé un nouveau personnage qui s'appelle Sagwan, qui est alors c'est un phoque je crois, qui est un immense phoque, donc, et ça introduit tout le milieu marin qu'on ne avait pas encore évoqué jusqu'à présent, c'est que même les poissons vivent dans ce monde-là, donc ce qui fait qu'ils parlent. Donc t'as une communauté de poissons qui vivent, qui ont une autre langue, ce qui fait que les terrestres et les poissons ne communiquent pas très bien. Et t'as Sagwan, donc qui est un phoque qui vit dans le milieu terrestre et aquatique, qui parle les 2 langues. C'est super intéressant, alors j'ai beaucoup aimé le passage où il se fout à poil et je me suis dit il serait pas homo et il aurait pas flashé sur Legoshi, il va pas le violer sur la table là. Non, c'est juste sa coutume, il se fout à poil. Parce que dans la mer, il a pas besoin de s'habiller. J'étais un petit peu étonné, tu vois le gros phoque à Walp, tu vois juste pas le service 3 pièces, mais j'ai eu peur pendant un instant. Il va quand même pas se sauter sur Legoshi là, faut se calmer. Mais non, c'est pas ça. Alors, il y a aussi un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est les collègues de Seven, donc qui était ce petit mouton qu'on avait vu il y a le tome précédent, ou le tome d'avant, donc qui était toujours un petit peu rabaissé par ses collègues carnivores, qui voient Legoshi et ils font waouh, c'est un carnivore, respect mec. Et elle dit mais putain t'as pas honte, moi ça fait des années que je me fais respecter, toi t'arrives, et il te respecte, mais c'est la honte. J'ai beaucoup aimé ce passage là. Et Yaya, donc le cheval Beastars qui retrouve son meilleur ami Gosha des années plus tard. Et là, je sais pas trop où ça va aller. Je suis curieux. Là, il reste une dizaine de tomes. Tout peut arriver en une dizaine de tomes et je suis très curieux de voir la suite de Beastars. Et on finit avec Valkyrie Apocalypse, tome 6. C'est toujours une grosse tuerie ce titre, j'adore vraiment Valkyrie Apocalypse. Donc on est toujours, alors le tome précédent c'était terminé sur le début, le tout début du combat entre Jack l'Éventreur côté de l'humanité et Hercule ou Héraclès côté divin. Et on m'avait dit que c'était l'un des meilleurs combats en ce moment jusqu'à présent de la série. Je comprends pourquoi, c'est épique. Alors, ça ne s'arrête pas une seule seconde entre les combats épiques entre les 2 adversaires et les flashbacks pour les 2 opposants. Donc d'un côté on a Hercule, enfin Héraclès plutôt, vu que c'est son nom grec, pas son nom romain. On découvre ses origines, c'était un humain qui a bu le sang de Zeus, qui est devenu un dieu et qui a hérité de super pouvoirs, c'est devenu un dieu et donc il a été, on va dire, pas anobli mais divinatisé, ça invente un mot, mais voilà, vous avez compris l'idée, il est devenu un dieu. Et Jack l'Éventreur qui avait un œil un peu spécial, il pouvait voir l'aura des gens, et il a toujours grandi avec une mère aimante, sauf qu'en fait il se rend compte que sa mère ne l'aimait pas lui, mais le père qui l'a abandonné, et qu'il a totalement abandonné, et donc il pète un câble et il tue sa mère. On a un duo Brando dans l'âme, mais voilà, j'ai trouvé ça ultra... Enfin les 2 flashbacks étaient hyper cool. Jack l'Éventreur qui fait des techniques de magouille, mais c'est un truc de malade, pour essayer d'égratigner Hercule, enfin Héraclès, il le blesse, et alors, la fin du tome, oh là là. Et j'ai beaucoup aimé l'arme de Héraclès. Et alors, c'est une petite confidence, il y a
10 ans maintenant, quand j'étais jeune et con, j'avais imaginé des scénarios de manga, parce que voilà, quand t'as 10 ans, que tu commences à lire des mangas, tu dis « Ah, je vais faire ça moi aussi !» Et moi j'ai toujours aimé le Disney Hercule. Vraiment, le côté mythologie grecque, God of War, Senseiya, c'est une série que j'aime beaucoup. Et j'avais essayé d'imaginer une série avec des gens qui avaient des pouvoirs en rapport avec les dieux grecs, et le héros avait les pouvoirs de Hercule. Et en fait, il avait une épée un petit peu comme dans Rave, je m'étais inspiré de Rave, hein, c'est totalement légitime, hein, vous pouvez le dire, hein, j'aimais beaucoup Rave aussi à l'époque. Il avait une épée qui pouvait prendre 12 apparences, les 12 apparences des travaux d'Hercule. Bah quand j'ai vu qu'il a fait la même chose, je me dis merde, c'était une bonne idée en fait, c'était pas moi qui étais un peu foufou. Mais voilà, Valkyrie Apocalypse, c'est super bien. J'aime beaucoup. Même si on a 2 tomes d'écrit avec la japonaise, qui fait qu'on va avoir un rythme un peu plus long avec le temps, j'adore vraiment ce truc. Si vous voulez un bon manga qui tabasse, qui a de la grosse baston, Valkyrie Apocalypse, ça défouraille. Donc voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez la vidéo. En description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.